oui, en décembre 2020, je peux affirmer, non, le, le Covid-19 n'est pas une crise sanitaire, c'est avant tout une crise juridique, institutionnelle et sociétale. Mais finalement, ce confinement était peut-être nécessaire. Est-ce Oui, que mais bien sûr la forme finalement bien sûr qu'il était nécessaire, mais encore fallait-il l'encadrer. Est-ce qu'il y avait dans la Constitution française de 58 en vigueur le moyen de réagir rapidement et de mettre en œuvre des procédures efficaces afin de limiter les morts? Oui, ça existait. Est-ce qu'ils ont été mis en œuvre? Est-ce que ce sont les bonnes qui ont été mises en œuvre? Je réponds non. C'est clair. Par exemple, quelque chose de. C'est souvent par un exemple que le droit, on comprend bien. Le président de la République en France est le chef des armées. Il a, au titre de l'article 16 de la Constitution, le droit de déclarer que le pays est en grave danger, en danger de mort. Et effectivement, lorsqu'en mars 2020, on voit arriver et qu'on nous annonce des centaines de milliers de morts possibles si on ne fait rien, d'accord ? On ne sait pas à ce moment-là si ce n'est pas une attaque bactériologique. On ne sait pas. D'ailleurs, le chef de l'État, qui par ailleurs est également chef des armées en France, déclare à la télévision, pour justifier le confinement, que la France est en guerre. Le mot est prononcé. Il est prononcé 6 fois publiquement. D'accord ? Je m'attends évidemment, en tant que juriste, que, puisque nous sommes en guerre, que c'est le chef des armées qui le dit, ce soit l'article 16 de la Constitution qui soit déclenché. D'accord, cet article 16, qu'est-ce qui... Cet article 16 donne les pleins pouvoirs au président de la République, puisqu'on ne sait pas si c'est bactériologique, une attaque militaire, parce que ça peut être également une attaque militaire et économique. On ne peut pas savoir. Bon. Et donc, lorsque j'entends, moi, le juriste, entend que nous sommes en état de guerre, qu'il va y avoir un confinement, ce confinement, on peut le déclencher de différentes manières. On ne va pas déclencher l'article 16, mais nous sommes en décembre 2020, et la France n'est plus dirigée depuis plusieurs mois par son Parlement, c'est-à-dire par le peuple. Il ne l'est même pas par le gouvernement et le Premier ministre et les différents ministres qui composent le gouvernement, qui n'est pas élu, hein, il est désigné par le président de la République. Et il n'est même pas dirigé par le président de la République, finalement, puisqu'il est dirigé par le Conseil de défense. Le Conseil de défense, c'est une entité qui est prévue à l'article 15 de la Constitution, l'article 15 précédant l'article 16. Le chef des armées peut déclencher l'état de guerre, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, mais évidemment, préalablement, il est entouré de généraux. On peut mettre en œuvre, par exemple, les stocks de masques de l'armée, qu'on a vu sortir lorsque le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle a été infecté lors d'une escale à Brest, alors même que nous étions en pleine débandade. Mon grand-père disait débit-bandade. Qu'il n'y avait pas de masque, qu'il n'y avait pas de trucs, etc. On a vu soudain, parce qu'un bâtiment de guerre, le fleuron de la marine française était atteint de Covid, hein, enfin de SARS-CoV, ils ont sorti les combinaisons militaires, les stocks de médicaments, les tests, tout a été fait correctement. Alors, médicaments, justement, si on parle d'hydroxychloroquine, par oui, exemple, ça a fait couler beaucoup d'encre cette année. La chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est une molécule qui est en usage depuis toujours dans l'armée française, parce que nous étions le premier empire colonial terrestre. Donc nous avons conquis un certain nombre de territoires dans le monde, et il y avait du paludisme dans ces différentes contrées, et donc les militaires français ont ingéré et digéré des tonnes de chloroquine. Quand on voit une étude bidonnée
le Lancet qui annonce que 10% des gens qui prennent de la chloroquine meurent, que l'agence du médicament, les autorités, l'OMS interdit des études et que soudain tout le monde s'affole alors qu'on découvre quelques semaines plus tard que c'est une étude bidonnée et fabriquée de toutes pièces par une ancienne actrice porno. Je n'invente rien. Bon ben, le droit français a-t-il à chaque fois réagi correctement et a-t-il collé à un choix optimum? Le droit, c'est comme une armurerie. Il y a différentes règles. Est-ce qu'on prend un lance-roquette pour écraser une mouche? Est-ce qu'on prend un tape-mouche pour détruire un char? Je vous pose la question. Bon. Mais parce que c'est un médicament qui a été interdit même en France. Hein. Alors, il est vraiment interdit, avant même le 23 mars, dans des conditions qui restent à déterminer. Hein. Il y a des procédures, des plaintes qui ont été déposées. Il y a même eu... D'accord, il y a quand même des avocats et des juristes et des gens qui sont quand même un tout petit peu montés au créneau. Il y a des procédures pénales, une vingtaine de plaintes qui ont été déposées pour mise en danger d'autrui et même des décisions qui ont abouti à des morts qui, selon les plaignants et leurs avocats, estiment anormales et illégitimes. Mais il y a eu surtout une perquisition de bon matin qui est passée inaperçue, mais qui est unique dans l'histoire de la Ve République. Perquisition au petit matin, au domicile et au ministère du ministre de la Santé, M. Véran, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui venait de quitter le gouvernement, enfin, était l'ancien chef de gouvernement qui a géré le début de la crise. Il a été remplacé par M. Castex, mais ainsi que la porte-parole Sibeth Ndiaye, qui, au petit matin, ont été perquisitionnés à leur domicile, à la demande, non pas de plaignants, mais à la demande des hauts magistrats chargés d'examiner le cas des fautes commises par les ministres, hein, donc la Haute Cour de justice, et donc de la République. Ils ont donc perquisitionné au petit matin les principaux premiers ministres de la France, ministres de la Santé en exercice, en pleine crise de Covid, au petit matin, perquisition en France. Alors, c'est passé inaperçu parce que ça a correspondu à l'attentat contre le professeur Samuel Paty, qui a été décapité en pleine rue. Et donc, bon, tout le monde s'est concentré sur ce drame, évidemment. Mais oui, je ne suis pas le seul à considérer qu'il y a eu des dysfonctionnements graves dans les institutions françaises. Au point que je le dis face caméra, oui, pour moi, le Covid-19, en France, ce n'est pas une crise sanitaire. C'est surtout une crise juridique et institutionnelle. Est-ce qu'il y a des confrères qui sont de cet avis aussi? Oui, mais assez peu. Et en tout cas, ceux qui l'estiment se taisent. Ils ont peur. Ils ont peur. En France, vous ne savez pas qu'il y a un écrivain qui est incarcéré depuis plusieurs semaines à Fleury-Mérogis? Vous ne savez pas? Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cet écrivain. Moi, personnellement, ces obsessions et ces sujets d'études, par ailleurs fort bien documentés et fort bien fouillés. Bon, mais ce n'est pas Machiavelli, hein, ces écrits. Mais c'était de savoir qu'en France, en 2020, un écrivain qui n'a frappé personne, qui n'a fait que publier des livres, et peut-être dit des bêtises, et peut-être dit des bêtises dont il écrira l'inverse dans 10 ans ou dans 20 ans. Chacun évolue. En tout cas, le pays
non pas des droits de l'homme, mais le pays de la Déclaration des droits de l'homme, actuellement, a dans ses prisons un écrivain pour ses écrits. Et des médecins aussi? Oui, il y a toutes sortes d'injustices. En tout cas, dans le pays de Voltaire. Mais si on peut résumer, qu'est-ce qui a d'illégal par rapport à ce confinement? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que ce soit aussi... Pour que les choses soient claires, lorsqu'on décide de confiner, on a différents moyens de mettre en œuvre cette décision. D'accord? On ne va pas choisir l'article 16. On ne sait pas encore, mais plusieurs mois plus tard, nous sommes, au moment où je parle, sous les ordres d'un comité, un conseil de défense article 15, ce qui montre bien qu'on aurait dû déclencher l'article 16, sauf que l'article 16 donnait les pleins pouvoirs au président pendant un mois, et ensuite il prenait les décisions qui s'imposaient, peut-être était-ce de fermer les frontières tout de suite, pour éviter de pénétrer. On nous a raconté que les virus n'ont pas de passeport. Mais la question n'était pas là. La question était de savoir si les avions continuaient de rentrer sur le territoire français ou si on fermait les frontières en attendant de voir si des clusters, des points d'entrée. Et d'ailleurs, ce que je dis, maintenant on le sait techniquement. Ça a été des entrées par les aéroports et même par un avion militaire parti en Chine chercher des masques. On a envoyé un avion militaire pour chercher des masques et quand il est revenu avec le Covid. Les frontières ont été fermées, donc... Alors, ils ont été fermés, mais trop tard. Alors, le trop-tardisme, voilà, c'est le trop-tardisme. Bon, c'est d'ailleurs un mal français, le trop-tardisme. Parce que c'est bien d'utiliser un Canadair pour éteindre un incendie, mais pas quand c'est trop tard. Quand tout a été brûlé et que maintenant il y a des pompiers qui sont en train d'éteindre les dernières flamèches, si vous faites passer un Canadair à ce moment-là, vous les assommez. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes décisions juridiques à un moment donné. Et puis à un autre moment, si vous faites ce que vous deviez faire avant, mais vous le faites trop tard, vous êtes en total décalage. C'est-à-dire que donc là, il y a eu des mauvaises décisions juridiques. Oui, indiscutablement. On aurait dû déclencher, selon moi, l'article 16 directement, puisque ça correspondait à ce qui était dit par le Qu'est-ce que ça aurait changé concrètement? Ça aurait changé qu'au bout d'un mois, le président qui aurait pris les décisions radicales que la Constitution lui permettait de prendre, et bien au bout d'un mois, il transmettait ces différentes décisions au Parlement, qui se mettait à discuter de savoir si les parlementaires étaient d'accord pour restreindre les libertés à ce point-là, de manière totalement aveugle. Enfin, dans un petit village de Bretagne, on ne pouvait plus aller manger une crêpe, et au même moment, on pouvait rester bondé, sans masque, dans le métro parisien. Voilà, au même moment. Bon. Donc, peut-être les députés de Paris et les députés du Finistère auraient-ils pu donner de leur voix pour expliquer que c'est pas trop grave si effectivement on va manger une crêpe en plein milieu des monts d'arrêt, au cœur de la Bretagne centrale, alors que dans le métro, il faut peut-être prendre des décisions justement de limiter les compartiments, de mettre davantage de rames. Enfin, il y avait moyen de faire les choses de manière mesurée et de manière appropriée. Là, on a pris le truc brutalement. On a donné les pleins pouvoirs au ministre de la Santé, même pas au Premier ministre, même pas en interministériel, mais au ministre de la Santé, ce qui a valu l'audition de Madame Belloubet, qui était la garde des Sceaux,
et ministre de la Justice, que l'on interrogeait. Oui, mais alors, avec ce premier confinement, quid des comparutions au tribunal, quid des gars qui étaient en prison et n'avaient pas envie de se choper le Covid à l'intérieur de la prison sans masque. Le type, il fait une demande de mise en liberté. Alors, on respecte les délais du Code de procédure pénale ou pas? Avez-vous pris des décrets spécifiques pour dire, ah ben non, moi je suis dans le cadre du décret du ministère de la Santé, on est en crise sanitaire, mais ça ne veut rien dire la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle concerne la santé, mais le transport, c'est le ministère des Transports. Comment aujourd'hui, là nous sommes en décembre 2020, la grande question, et d'ailleurs la grande lutte, qui risque d'être assez amusante entre la Confédération helvétique et la France, puisqu'il a été déclaré que si des Français, et pire des Savoyards, venaient à prendre l'initiative malheureuse de venir skier sur vos pentes et sur vos téléskis helvétiques, vos pioches, nous on est plutôt tire-fesses en France. Bon, mais si jamais des types faisaient ça, voyant les skis sur le toit, on allait les sanctionner et les verbaliser. Mais attends, il y a un problème là. Hein. On parle même de 7 jours à l'isolement, voilà, hein, c'est ça? Avec des isolements, avec des amendes, etc. Ah bon, alors donc le ministère des Transports, qui en France est chargé de tout ce qui est transport public, y compris les remontées mécaniques. Alors celui-là, M. Djebari, on n'en entend pas parler. Hein, même les maires et les partis, les moniteurs, les syndicats, tout ça, on ne parle pas du ministre délégué au transport. Hein, on ne parle que du ministre de la Santé. Hein, je ne vois pas ce que le ministre de la Santé s'y connaît en remontée mécanique et de savoir si on attrape davantage le Covid sur un téléski à 10 mètres du skieur précédent, mais pas dans le métro, bondé à 6 heures. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que ce confinement, finalement, qu'est-ce qu'il a créé? Alors, il a stoppé net, finalement, le mouvement des Gilets jaunes, hein, ce qui était un avantage pour certains qui commençaient à s'inquiéter de ce mouvement qui durait, qui perdurait, qui était vraiment un mouvement très soudé. Et en même temps aussi, il a arrêté net l'économie, il a arrêté net énormément de choses, il a arrêté net toutes les relations sociales. Avant les conséquences économiques. D'un point de vue juridique, ce fut absurde. On a déclenché la loi du 23 mars 2020 en France et le décret d'application du même jour mentionnait que c'était dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, c'est-à-dire un ministre qui se charge d'un problème particulier et qui, pour un temps donné, est habilité à prendre les décisions en dehors du Parlement. D'accord ? Généralement, cet article 38, il n'est pas déclenché pour une crise affectant tout le pays. Il est pour un truc particulier, par exemple les accords de Nouméa, lorsqu'il y a eu des problèmes en Nouvelle-Calédonie, les pleins pouvoirs au ministre de l'Intérieur avaient été confiés pendant plusieurs années, etc. Bon, on a déclenché cet article 38, mais on l'a déclenché pour 3 mois. Donc l'article 38 de la Constitution. De la Constitution. Ouais. On a dit, voilà, on confine, parce qu'il y a un danger mortel, on est en guerre, mais on déclenche l'article 38, pas l'article 16. On le déclenche habituellement pour 2 ans, ou en tout cas la durée nécessaire au ministre chargé d'un problème particulier pour le régler sans être encombré par des discussions parlementaires. Non, on donne ça au ministre de la Santé, qui reprenait le flambeau après que la précédente ministre de la Santé déclare à la télévision qu'elle avait alerté le Premier ministre et le Président de la République, c'est-à-dire crachant dans la soupe, pour quitter le navire qui se dirigeait vers les rochers et se présenter aux élections parisiennes.
D'accord, nous sommes dans le délire. Hein. Bon. Et on fournit les pleins pouvoirs au ministre de la Santé pour 3 mois. Ah bon? Parce que donc au mois de mars, on arrête toute la France, ça c'est jamais arrivé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a pas de précédent. Hein. On arrête, on empêche les gens d'aller et venir, on empêche le commerce, on empêche la réunion, les manifestations, et même maintenant les réunions privées. Hein. On commence à limiter le nombre de gens que vous pouvez inviter à Noël. Bon, ben, moi je suis désolé, s'il y a 25 personnes qui n'ont pas le Covid, pourquoi empêcher 25 personnes qui n'ont pas le Covid de fêter Noël? Je pose la question, pourquoi vous pouvez limiter la liberté et l'exercice des droits sur le fondement d'un diagnostic qui vous rend dangereux? Vous pouvez décider que les lépreux, on avait l'exemple de la lèpre, que les lépreux seront parqués dans la vallée des lépreux pour éviter que la lèpre ne se répande dans la ville. Ça, vous pouvez le faire. Mais décider de restreindre les libertés de tout le monde, que le type soit malade ou ne le soit pas, sans distinguo, donc sans raison pour celui qui n'est pas malade. Hein? Bon, donc, au lieu de faire du sur-mesure, et c'était absolument nécessaire, parce que là, c'était les libertés fondamentales et les droits individuels des Français qui étaient en jeu. Non, on prend des mesures générales, on casse, on crée des précédents terribles, on provoque des situations explosives au niveau économique, social, on retarde des opérations, on déclenche des détresses. Actuellement, je crois que des études sérieuses disent que quasiment 30%, voire plus, de la population française déprime. Avant la crise du Covid, la France était déjà recordman du monde d'absorption de substances psychotropes. Mais ça, c'est des conséquences finalement de décisions qui ont été prises. Oui, ce qui est dit là, c'est que finalement, ce n'était pas la bonne couleur de stylo qui a été utilisée, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour le citoyen? Qu'est-ce que lui il va pouvoir faire de tout ça? Disons que par exemple, des entorses aux règles de procédure manifestes ont été commises. Vous avez en France, par exemple, la correctionnalisation, la création même d'un délit, qui est de ne pas présenter son attestation dérogatoire à plusieurs reprises dans un délai court. Donc on correctionnalise. Donc c'est très grave, on fait des entraves à la liberté. Ça peut aboutir à des incarcérations et à des casiers judiciaires. D'accord ? C'est ça, il paraît. Ça a été fait. Ouais. Ça a été fait. Or, ça a été fait par une loi du 23 mars qui, par nature, était provisoire. Comment peut-on créer un délit? Comment peut-on verbaliser et faire payer des amendes à quelqu'un sur la base d'une loi qui n'est pas définitive? Je pose la question. Était-on obligé d'utiliser dans tout cet arsenal de lois et d'articles de la Constitution française, de conventions internationales, de bafouer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, hein? Mais alors, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Aujourd'hui, que devraient faire les avocats et les juristes français? Déjà, je suis étonné que ne fleurissent pas en ligne des tombereaux d'exemples de contestation et de raisonnement juridique venant dire ce que je viens de dire là. Je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel.
comment se fait-il qu'il y ait si peu de professeurs de droit constitutionnel qui s'expriment et qui aient dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce que la Constitution n'a pas été bafouée? Est-ce qu'elle a été réellement respectée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement, etc. Y a-t-il beaucoup de profs de droit constitutionnel français qui se soient exprimés publiquement? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. La France est terrorisée. Terrorisée si vous sortez et que vous n'avez pas votre attestation. Vous voulez que je vous raconte la dernière fois qu'un gendarme m'a demandé mon attestation? C'est assez rigolo. Oui, il y a eu une histoire avec ça. Oui. Je suis arrêté sur l'autoroute par trois gendarmes motorisés qui me font ranger et me demandent mon attestation dérogatoire, les papiers du véhicule et mon permis de conduire. Je souris et je suis charmant. Il faut toujours respecter les forces de l'ordre. Elle le mérite. Et je lui dis, il est là, je lui montre mon attestation pliée, je vous la montrerai dans 3 jours. Là, il est quand même assez estomaqué par ma réponse. Je lui dis, vous êtes d'accord que c'est manifestement irrégulier? Vous me la demandez maintenant. Il me dit, oui, c'est exactement ça, je la veux tout de suite. Je lui dis, moi je vous la donnerai dans 3 jours. Vous êtes d'accord que c'est manifestement irrégulier? Avez-vous eu la curiosité de lire la loi du 23 mars et le décret du 14 octobre 2020 ordonnant le reconfinement, sur lequel est fondée votre mission de contrôle de mon véhicule? Il me dit, je n'ai pas eu cette curiosité. Je lui dis, je vais vous dire ce qu'il y a. La loi du 23 mars a été reprise, en tout cas elle a modifié le Code de la santé publique qui permet au ministre de la Santé de déclencher par un décret le reconfinement. Ce décret doit, dit la loi, être accompagné de la fourniture immédiate des données scientifiques qui justifient qu'un ministre de la Santé régisse et réduise à peau de chagrin toutes les libertés fondamentales et les droits individuels des Français. La loi dit que le décret doit fournir, présent l'indicatif, les données scientifiques. Or, si vous lisez ce décret, il est précisé, c'est écrit, que les données scientifiques seront données ultérieurement. Donc si vous me demandez mon attestation et que vous trouvez manifestement irrégulier que je vous les fournisse dans 3 jours, vous êtes d'accord qu'il est manifestement irrégulier qu'un décret dont la loi lui impose de fournir au présent indicatif les données scientifiques écrive qu'elles seront fournies ultérieurement. Vous avez donc un ordre manifestement illégal et je vous demande de bien avoir l'amabilité de respecter la procédure, le devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal et de demander confirmation à votre hiérarchie de votre ordre de mission. Donc il y va, il téléphone, on fait le tour de véhicule pour vérifier qu'il ne manquait pas une ampoule, parce qu'à ce moment-là mon compte était bon. Voilà, on lui confirme qu'effectivement il y a un petit problème. Il me salue et me fait repartir sans vérifier les papiers du véhicule ni mon permis de conduire. Ni l'attestation. Voilà, ni l'attestation, parce que c'est manifestement illégal. Mais ça, c'est un peu un acte de rébellion, finalement. Non. Qu'est-ce que le citoyen vraiment peut attendre de tout ça? Il y a eu un traumatisme quand même dans la population. Disons que, comme je vous l'ai dit en début d'interview, pour moi, c'est le préambule de la déclaration de 1789 qui résume tout. L'ignorance, l'oubli, le mépris. Donc celui qui ignore la loi, alors qu'il est représentant de la loi, le citoyen qui se plaint d'être privé de ses droits et libertés, mais qui les ignore, ou après les avoir connus, les a oubliés, ou après les avoir connus et ne pas les avoir oubliés, profite de cette supériorité sur les autres pour mépriser ceux qui ne les connaissent pas, qui les ignorent encore ou qui les ont apprises mais qui les ont oubliées. Bon,
tout ça est finalement un résumé assez évident, sous un angle juridique, d'une catastrophe sociétale. C'est ça. Hein, ah oui, c'est une catastrophe sociétale qui dépasse très largement le problème médical. Moi, je ne suis pas médecin. La science humaine que j'ai apprise, c'est celle du droit. C'est pas celle de la médecine. Bon. Il y a beaucoup de médecins aussi qui... Oui, mais je laisse aux médecins le soin de discuter. Et je crois qu'il y a certains médecins qui ne se privent pas de le faire avec un talent remarquable, apprécié par suffisamment de personnes raisonnables pour rendre ridicule ceux qui les contredisent alors qu'ils sont inféodés à des grandes puissances financières et à des laboratoires qui font des milliards à vendre des médicaments qui s'avèrent totalement inefficaces, voire dangereux. Hein, bon. Donc je laisse aux médecins le soin de discuter. En revanche, je m'étonne que les juristes ne discutent pas. Moi je dis publiquement, dans cette vidéo, envoyez-moi trois juristes français qui estiment, 3, même 30, je veux bien, moi, être seul contre 30, qui vont m'expliquer que juridiquement, constitutionnellement, au regard du droit international, du droit européen, du bloc de l'égalité, des principes généraux de la jurisprudence et de tout le bloc de réglementarité, que toute cette crise a été correctement gérée. Je veux bien, je jette un défi, envoyez-moi 30 professeurs de droit, 30 juristes éminents qui vont débattre avec moi et qui vont m'expliquer que tout ça a été géré correctement. Je rigole d'avance. Je peux vous dire que ce défi, je le fais au ministère de la Justice, à mon confrère Éric Dupond-Moretti. Je le fais à Madame Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux. Je le fais aux bâtonniers de Paris ou... encore mieux aux bâtonniers ou à la nouvelle bâtonnière d'Albertville, réunissez-vous, faites un team et venez m'écharper. Faites attention. Hein. Moi, je n'ai qu'une seule exigence. Une seule exigence. C'est que cet affrontement soit filmé. Hein, et puis le public appréciera. On verra qui sortira déslipé de cet affrontement. Non, incontestablement, de manière évidente, irréfragable, diront les puristes et les techniciens, oui, le Covid-19 en France, c'est une crise juridique, institutionnelle et sociétale. C'est pas une crise sanitaire. Le problème sanitaire, c'est une partie du problème, mais surtout... une crise beaucoup plus grosse, finalement. Mais c'est juridique. C'est vraiment une... C'est juridique. Alors comment se fait-il que moi, qui suis un petit avocat ayant par respect de son serment et par sa volonté de ne pas fléchir et de ne pas me taire, alors que mon métier c'est justement d'ouvrir, comment se fait-il que moi, un obscur juriste, je puisse publiquement mettre au défi 30 éminents juristes français de venir m'expliquer que la crise a été correctement gérée? Comment se fait-il que ce soit moi qui dise ça devant vos caméras? Comment se fait-il? Je pose la question. Ce qui est une question dans la question. Bon, les questions juridiques, je veux bien en débattre, mais surtout, comment se fait-il que ce soit moi qui, depuis ma sortie du bois et de la montagne, pour me réinscrire au barreau et officiellement reprendre mon exercice, je vous le dis tout de suite, mon objectif n'est pas de rentrer dans le rang et dès que possible, dès qu'on aura enlevé nos masques, de faire des divorces et des actions de la route. Hein, c'est pas ce que je vais faire. Je vais déclencher ce pourquoi depuis 17 ans j'ai prévenu que c'était très grave.
C'est-à-dire et ça, c'est c'est-à-dire lancer les actions internationales de nature à officialiser le changement inéluctable du statut juridique de la Savoie et son détachement, sa dédépartementalisation, ainsi que Nice, du territoire français. Bien sûr que c'est ce qui va se passer. Et ça va avoir quoi comme conséquence ? J'ai prévenu. La décolonisation française, c'est forcément, ça se fait toujours sur trois niveaux. Il faut qu'il y ait une évidence des droits de l'État colonisé. Il faut des circonstances de déstabilisation, en tout cas de relâchement et d'opportunité d'une faiblesse du système juridique colonisateur au bon moment, hein, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, mouvement de judo, vous faites une balayette, le type a encore le pied par terre, ça ne sert à rien. Par contre, s'il est justement au moment où il bascule son centre de gravité et que vous le balayez à ce moment-là, même si c'était d'urinaire, même si ça pèse 200 kilos, un enfant est capable de faire tomber un colosse. C'est une question de timing. Et puis le troisième étage, on va dire d'une fusée. Hein. La fusée Savoie va partir. Donc au niveau Savoie, effectivement, les stations de ski sont ulcérées. Elles font à Noël et jour de l'an 30% de leur chiffre. Bah oui, c'est là que se passent les affaires. Et à 5 km, côté suisse, on va pouvoir prendre les perches. Bon, et le ministre de la Santé, c'est lui qui décide ça. Mais c'est au ministre des Transports de décider si un téléski est plus dangereux que le métro. Et qu'il vienne s'expliquer. Tiens, parmi les 30 juristes, envoyez-moi le Djebari, là, qu'on rigole un peu. Il va nous expliquer que le masque ne sert à rien, comme Madame Sibeth Mikaï. Il a envie de voir un jour débarquer à son domicile bon matin les policiers, sans que le ministre de la Justice, mon confrère et éminent Éric Dupond-Moretti ne soit averti. C'est ça qu'on veut dans les semaines à venir. Bon, moi je dis que la fusée Savoie, elle est prête, que au niveau local, les gens en ont ras-le-bol, hein, comme beaucoup de Français et beaucoup de départements estiment que tout ça s'est fait de manière tout à fait inappropriée et violant les droits individuels et les libertés générales, d'accord ? Sauf qu'en Savoie, ils ont le droit international avec eux. Hein ? Et donc, attention, ce qui m'a valu beaucoup d'ennuis et beaucoup de prudence et beaucoup de temps pour prendre et préparer ma fusée, les 3 étages de la fusée. Attention, le 2e étage de la fusée ne va pas bien. Hein. On ne peut pas dire que tout le monde est en train d'applaudir sur la constitution de la Ve République et sur sa capacité à avoir permis à nos dirigeants de gérer correctement cette crise. Je n'ai pas l'impression que le 2e étage de la fusée aille bien. Quant au 3e étage, c'est-à-dire la communauté internationale, parce que quand un pays se décolonise, encore faut-il qu'il soit dans le bon timing et que certaines puissances étrangères voient un intérêt à la réapparition de ce pays soudainement décolonisé. Alors attention, les navires français en Méditerranée affrontent spectaculairement la marine turque. Il y a eu des incidents en Méditerranée. Au large de la Libye, un arraisonnement qui a mal tourné, convocation de l'ambassadeur de Turquie devant le Parlement, et les explications de la Turquie, quelles ont été. Qu'est-ce qu'a dit la Turquie ? La Turquie a demandé à la France si elle connaissait le traité de Paris du 10 février 1947, le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. C'est marrant parce que c'est la même question que je pose depuis 15 ans concernant la Savoie. Est-ce que la France
se souvient que le 10 février 1947, à Paris, a été signé le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. Et que comme la Savoie avait été occupée par l'Italie, eh bien, comme la Libye, hein, c'est marrant, la Libye a été décolonisée par l'effet de l'article 44 du traité de 47, c'est marrant, parce que c'est exactement le troisième étage de la fusée Savoie. Hein. Est-ce que la France peut respecter le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale et l'article 44 ? Alors c'est marrant, parce qu'au moment où notre diplomatie se heurte à la diplomatie turque, les Turcs mettent dans les gencives de nos parlementaires et de nos diplomates du Quai d'Orsay, tiens, au Quai d'Orsay, envoyez-moi une quinzaine de juristes du Quai d'Orsay qu'on rigole un petit peu sur le respect par la France du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale signé à Paris. Hein, visiblement, on n'en a rien à faire du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale signé à Paris au Quai d'Orsay. Alors, est-ce que les autres pays du monde, est-ce que les autres peuples peuvent-ils comprendre que c'est très grave en France? Ah oui, c'est très grave. Ça a l'air très grave. Ouais, c'est très grave. Si un écrivain, quels que soient ses écrits, est incarcéré parce qu'il a par ses écrits. Si des gens, parce qu'ils n'ont pas une attestation par laquelle ils déclarent que, sur l'honneur qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mon frère est sorti en pantoufles et avec une robe de chambre pour fermer ses volets. Il a été contrôlé. On lui a demandé s'il avait une attestation. Il aurait dû quoi mettre j'atteste que je suis en train de fermer mes volets en pantoufles devant ma maison dans une ville du Nord où mon voisin est à 25 mètres. Bon, non, on est chez les fous. Mais on n'est pas chez les fous, on est chez les Français. On est chez les Français. On est dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est très grave. C'est très grave qu'un avocat qui demande sa levée d'omission le 20 novembre 2020, après avoir annoncé à Genève qu'il y en avait marre des borgnées des gens qui se plaignaient de ne pas avoir les moyens dans les hôpitaux. D'accord ? Et on est un an plus tard. Et on se plaint de ne pas avoir assez d'hôpitaux. Et on se rend compte que c'était n'importe quoi. On n'a pas mis en œuvre les cliniques privées, on n'a pas fait... Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre institutionnel et juridique bien plus grave que le simple Covid. Donc là, tu as décidé de reprendre du service, oui, et puis, à Albertville, oui, et puis, pas pour faire des divorces, pas du tout. Ni des accidents de voiture. Non, et c'est d'ailleurs pourquoi je m'exprime ce soir avec grand plaisir devant des objectifs helvétiques. J'avais donc l'année dernière un peu ironisé. Je ne crois pas que la Suisse soit réputée pour l'imprécision de ses produits manufacturés et industriels. J'ai une montre Tissot. Je crois qu'à Genève, on est doué dans la mécanique de précision. Hein. C'est quand même énorme de dire que vos armes, quand vous tirez dans les pieds, ça arrive dans les yeux. Hein. Eh bien, je trouve ça étonnant hein, que la police française et les juristes français aient pu dire cette énormité hein, et appuyer leur politique sur des bêtises pareilles, comme aujourd'hui, un an plus tard, que toutes ces bêtises juridiques, ces scandales, ces drames, cette bérésina puissent permettre à des juristes, à des politiciens de mauvaise foi, que je défie, d'accord, de venir m'expliquer que ce que je dis est faux, que tout ça a été bien géré, que le président de la République n'aurait pas dû déclarer l'article 16, mais qui sont ses conseillers ? Je n'accuse pas la République, j'accuse son entourage. Mais qui sont ces incompétents ? Qu'ils viennent en horde voilà, et qui viennent m'affronter. Je vous le dis,
Monsieur Pelu, je n'ai qu'une exigence, c'est que ce soit filmé.